Alors aujourd'hui, on vous présente le plan triennal d'immobilisation de la ville de Terrebonne. Alors entre nous, on va appeler ça un PTI, ça va être plus facile et plus léger. C'est dans le fond la programmation de l'ensemble des projets qu'on souhaite réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années. On a 168 initiatives présentement sur notre planche à dessin, regroupées dans plusieurs secteurs, dont 3 principaux, l'environnement et la transition écologique, le sport, le loisir et la culture, et l'embellissement du territoire. Alors, c'est 671 millions d'investissements à Terrebonne, que ce soit pour l'électrification des transports ou améliorer encore nos plateaux sportifs ou nos parcs. On a de l'argent pour notre 350e anniversaire ou encore pour développer des nouvelles applications, comme une application InfoNeige pour suivre le déneigement à Terrebonne et faire de notre ville une ville intelligente. C'est important pour moi que vous sachiez où ces centaines de millions de dollars sont dépensés. Donc, pour en savoir davantage, on a 3 nouvelles capsules qui s'en viennent pour détailler tous les projets à la ville de Terrebonne. On s'en reparle bientôt. Bonjour, chers concitoyens et concitoyennes, et à mes collègues également qui sont réunis en Zoom, puisqu'on ne pouvait toujours pas tenir notre rencontre en présence, mais ça s'en vient. Alors, vous aurez sûrement noté l'absence de M. le maire à ma droite, comme il vous l'a expliqué hier, puisqu'il est en rencontre d'un conseil d'administration chez Exo ce matin. Mais il sera remplacé par une équipe du tonnerre, soit les doyens du conseil, avec M. André Fontaine qui agira comme maire substitut pour l'occasion. Donc, je vous cède la parole, M. Fontaine, pour le mot d'introduction. Merci, M. Oui. Merci, M. Morin. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous poursuivons avec vous l'étude publique du programme triennal d'immobilisation 2022-2024, et ça, toujours en présence de notre directeur général, M. Alain Marcoux, ainsi que des directeurs généraux adjoints, M. Larrivé et Dufresne, et de la directrice des finances, Mme Régnier. Nous sommes en présentiel, mais il y a aussi, de façon virtuelle, tous les conseillers municipaux de la ville qui sont présents aussi. Alors, pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui et qui ont malheureusement manqué les échanges d'hier, je tiens à souligner que les web-diffusions seront disponibles sur notre site web à la fin de l'exercice. Cet avant-midi est exclusivement dédié à la direction du génie et de l'environnement. Donc, nous aurons donc une présentation de la directrice du génie et de l'environnement, Mme Élise Grondin-Courval. Voilà. Grondin de Courval. Excusez-moi, Madame de Courval. Alors, comme vous le savez, la situation sanitaire nous empêche de vous ouvrir nos portes aujourd'hui, mais nous tenons tout de même à vous entendre, et c'est pourquoi vous pouvez en tout temps poser vos questions, et il nous fera plaisir d'y répondre lors de la prochaine assemblée du Conseil prévue le 16 février prochain. Voilà. Alors, à vous la parole, Monsieur le modérateur. Merci, Monsieur Fontaine. Alors, comme vous l'indiquait M. Fontaine, nous allons débuter tout de suite avec la présentation de Mme Élise de Grondin de Courval pour la section Génie-Environnement. À vous la parole, Mme Grondin de Courval. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si en web discussion ça va fonctionner, mais... Non? Pas besoin de partager l'écran. Ah, parfait. Donc, la direction des communications s'en charge. Vous pouvez y aller, okay. Mme Grondin de Courval. Parfait. Donc, dans la direction du génie et environnement, on a comme 7, on va dire, spécialités. On a l'aménagement, l'immobilier, l'environnement, ouvrage d'art, stabilisation de talus, mobilité et utilité publique et le génie de façon plus générale. Donc, direction du génie et environnement, ce n'est pas que du génie. Et de l'environnement, il y a beaucoup d'autres choses. Pour le PTI de 2022-2024, la direction du génie et environnement représente 546 millions de dollars. C'est parti, comme vous le voyez, là, environ 200 millions à peu près par année pour un peu moins en 2024, pour 156. Donc, par rapport à l'an dernier, on a une augmentation de plus de 100 millions dans notre PTI.
On a 90 fiches. 90 fiches ne signifie pas 90 projets, ça signifie beaucoup plus de projets parce que chacune des fiches peut avoir 7-8 projets comme pour les parcs, il y a énormément de projets là, qui sont inclus dans chacune des fiches. Et la direction compte 36 employés. On peut changer. Donc, ici, ça décrit là, qui est la directrice. On a 3 chefs de division. Infrastructure, c'est Raphaël Beauséjour. Administration chantier, Nancy Clark. Et aménagement paysager, planification immobilière, Catherine Dutil. Notre vision, dans le fond, c'est mettre en œuvre des services répondant aux besoins actuels et futurs des citoyens en développant des nouvelles infrastructures et en maintenant celles déjà existantes, il ne faut pas les oublier, tout en protégeant l'environnement et en s'adaptant au changement climatique afin d'offrir un cadre de vie agréable pour tous les Terrebonniens. Donc, infrastructure, on parle routière, parcs, bâtiments, réseaux cyclables et piétonniers. Pour ce qui est de l'environnement, on parle de l'eau, le sol, la flore, la faune et la berge. Donc, on a regardé aussi pour savoir si notre ratio maintien des actifs et développement était équilibré. On n'est pas encore tout à fait à l'équilibre, mais ça s'est amélioré. On a 21% de notre budget de nos projets PTI qui sont en maintien de nos infrastructures pour 79% en développement ou en redéveloppement. Ici, on a fait la répartition par discipline. Comme vous pouvez voir, la portion génie prend une grande portion, ainsi que la portion immeuble, on s'entend, la STEP de ce côté-ci et le quartier général dans les immeubles prennent une bonne partie de la tranche. Donc, si on commence au niveau des aménagements, bon, je ne vous expliquerai pas dans le fond qu'est-ce que c'est des aménagements. Là. Ça peut être différents projets d'aménagement parc nature, tout ordre, ça inclut parcours piétons, les parcs, etc. Les milieux de vie en tant que tels que les gens utilisent. Dans le PTI, il y a 11 fiches pour un total de 28 millions. C'est ça, on peut voir là ici la répartition. C'est peut-être un peu petit, mais la répartition par année des montants. Les principaux projets sur les 11 fiches, on a l'aménagement d'une place incluant une scène au parc Philippe Villeneuve. On a parc de conservation du ruisseau de Feu, où le secteur marais est inclus dans cette fiche PTI. L'aménagement paysager dans Urbanova, secteur Altavista, réaménagement du parc Pierre-le-Gardeur qui est en cours, construction de par phase du parc Gabriel-Roy et amélioration et construction de différents parcs plateaux sportifs un peu partout dans la ville. Pour ce qui est de l'immobilier, on parle tout bâtiment, là, dans le fond, que le génie s'occupe, qui appartient à la ville, ou des améliorations locatives ou des choses comme ça. On a 12 fiches PTI pour un total de 161 millions sur 3 ans. Les gros projets, peut-être pas toujours en argent, mais d'importance, l'aménagement pour le 350e au niveau de l'île des Moulins, terre de verdure, parc et promenade Sophie Masson. On a le nouveau quartier général de la police, plusieurs casernes, là, numéro 4 et 5, c'est des nouvelles casernes et la mise à niveau des casernes 1, 2, 3. Le diplôme, attendez, je vois plus, ça a été trop grossi. Déploiement du plan des bibliothèques, il me manque le dernier. OK. Ah oui, le centre aquatique et stationnement du pôle de la Croisée dans l'est de Terrebonne. Pour ce qui est de l'environnement, donc, pour ce qui est de l'environnement, on a 9 fiches dans notre PTI pour un total d'environ 20 millions de dollars pour 3 ans. Les principaux projets, ça va être une rampe de mise à l'eau pour les petites embarcations. Là, on continue l'aménagement et la mise en valeur du corridor de biodiversité. On veut mettre en place un point de dépôt pour un écocentre en bon français. Et l'implantation de la collecte matière organique pour la suite, là, pour les plus nombreux, pour les 8 logements et plus. Pour ce qui est des ouvrages d'art, on a 5 fiches PTI pour un total de 54 millions sur 3 ans. Le principal projet, c'est l'échangeur Urbanova au-dessus de la 640. Et on a aussi là, on a un programme d'entretien de nos structures qui va générer différents projets à plusieurs endroits là, dans la ville.
Pour ce qui est de la stabilisation de talus, on a 5 fiches pour un total de 7,5 millions de dollars sur 3 ans. Et notre principal projet, c'est les travaux de stabilisation au niveau de la rivière Mascouche, au niveau du canal de dérivation. Mobilité et utilité publique. Dans le fond, on veut avoir une plus grande mobilité et sécurité dans nos déplacements. Pour cela, on a 12 fiches pour un total de 10,6 millions sur 3 ans. On a l'enfouissement de toutes les utilités publiques dans le vieux Terrebonne qui va nous permettre de faire un réaménagement beaucoup plus fonctionnel de nos différentes rues. On a le jalonnement dynamique pour le stationnement dans le vieux Terrebonne qui va aider grandement au niveau sécurité et réduire les déplacements inutiles. Et la piste cyclable Côte-Terrebonne, on va faire une étude pour l'acquisition immobilière de terrain afin de pouvoir aménager une piste. Pour ce qui est du génie, comme c'était la plus grande partie, il va y avoir un petit peu plus de projets. Donc, c'est mise en place d'infrastructures structurantes pour les besoins actuels et futurs de la ville. Donc, ça signifie égouts, aqueducs, chaussées. Et tout ce qui va avec, donc les stations de pompage, les usines d'épuration. Dans cette division-là, on a 36 fiches PTI pour un total de 266 millions pour 3 ans. Et nos principaux projets sont la Stepinière, donc la construction d'une usine de traitement d'eau usée qui devrait débuter cet automne suite à la réception du financement. On a l'avenue Gabriel-Roy entre des Seigneurs et des Plateaux. On a l'avenue Pierre-Dansereau, toujours dans Urbanova. Ici, ce n'est pas une route, c'est la construction de la conduite maîtresse en aqueduc. Prolongement des infrastructures sur le boulevard Laurier, qui ont l'aménagement, dans le fond, du parc industriel de l'Est, égouts, aqueduc, chaussée. Et le boulevard des Seigneurs, sa revitalisation. Donc, on va tout remettre beau le boulevard des Seigneurs dans le secteur entre la Moody et Masson. Voie de service de la 640, donc dans le secteur du boulevard des entreprises. Donc, c'est l'ensemble de nos projets, pas l'ensemble, c'est les principaux projets qu'on a au niveau du génie. Si on regarde les enjeux pour notre direction, dans le fond, pour s'assurer de pouvoir livrer pour le 350e en 2023, on va avoir la coordination des travaux avec les festivités, s'assurer que nos travaux aussi, nos autres travaux ne soient pas en conflit pour les endroits où il y a des événements un peu plus ponctuels qui vont être plus éphémères. Donc, on a une bonne coordination à faire à ce niveau-là. Le recrutement de la main-d'œuvre au niveau des entrepreneurs, des firmes, actuellement, c'est très difficile. Ça arrive plusieurs fois qu'on n'a aucun soumissionnaire. Donc, on doit retourner en appel d'offres, soit modifier les clauses, etc. Fait que ça retarde nos projets. Il y a une pression à la hausse sur les coûts de construction en raison un peu partout avec la relance économique. Le gouvernement du Québec a aussi beaucoup de projets. Les autres villes ont beaucoup de projets. Donc, il y a une très, très grande demande. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une grande demande? Les prix sont à la hausse. Maintien des opérations. Donc, projet sur quand il y a des gens qui l'occupent déjà, on doit on ne peut pas les mettre à la porte et dire aux employés, on rénove vos bâtiments, allez ailleurs. Donc, il y a toujours ça. Il y a beaucoup de nos projets qui requièrent des CA. Donc, ça peut retarder en fonction de eux leur charge de travail. Donc, on peut être en attente là, de à différents niveaux d'un projet. On a l'arrimage calendrier des travaux d'infrastructure versus les promoteurs. Dans les fiches PTI, vous ne voyez pas les projets promoteurs, donc vous ne voyez pas là, tous les développements, mais il faut que nos infrastructures qui vont permettre d'encadrer les nouveaux développements soient prêtes à temps. Donc, tout ce qui est en amont. Il y a un arrimage qui doit être fait. Et l'arrimage avec nos partenaires, donc avec le ministère des Transports, surtout ici on parle de Urbanova en tant que tel, c'est eux qui vont donner l'appel d'offres. Donc, il faut s'assurer qu'ils sont prêts aussi à avoir une bonne coordination avec eux. Puis, souvent, pendant les travaux, on peut avoir certaines problématiques de livraison de matériaux qui allongent nos délais de travaux.
parce que la fabrication, la fourniture des matériaux par les différents fournisseurs sont retardés en raison de la COVID et de la demande beaucoup plus élevée là, des différents donneurs d'ouvrage. Donc, c'est les enjeux principaux qu'on fait face au génie cette année. Bien, merci, Madame Grondin de Courval. Votre direction est manifestement très occupée avec ces nombreux projets. Vous avez demandé la parole, monsieur? Faut repeser ça. On dirait que vous êtes... Oui. OK, allez-y. Alors, je voudrais ajouter, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, que dans le cahier du PTI qui a été rendu public, il y a une fiche qui sera ajoutée pour être proposée par le comité exécutif au Conseil le 16 février prochain, lors de la séance extraordinaire, une fiche qui a trait à l'achat des terrains que la Ville doit faire maintenant en fonction des lois pour fournir des terrains aux écoles et aux commissions scolaires. Alors, on l'a déjà fait, on a fourni un terrain sur Gabriel-Leroy pour la construction d'une école secondaire qui a commencé, mais la Ville était déjà propriétaire du terrain. Alors, on n'avait pas de fiche à cet égard, puisqu'il n'y avait pas de transaction et d'emprunt à faire. Mais actuellement, il y a 3 demandes de nouvelles écoles à la commission scolaire d'Émile-Île, une école primaire dans Urbanova et au nord de la 640, une école primaire et une école secondaire. Alors, il faut que la Ville prévoie, la loi a été adoptée il y a 2 ans environ, que c'est la Ville qui doit fournir les terrains à la commission scolaire, soit dans son parc immobilier, puis si elle ne l'a pas, elle doit acheter un terrain et le remettre à la commission scolaire, et c'est les citoyens de Terrebonne qui vont payer. Puis, si on ne le faisait pas, la commission scolaire pourrait acheter un terrain puis nous envoyer la facture. Alors, et on avait oublié cette fiche-là. Cette fiche-là va être tantôt en dernier, la dernière fiche. Je souhaiterais que Mme Grondin de Courval nous indique l'ordre de grandeur. J'ai donné le sens de la fiche, mais l'ordre de grandeur des montants qu'il faut ajouter au PTI pour acheter 3 terrains pour les futures écoles. 3 écoles. Parfait. Alors, merci pour cette précision, M. Marcoux. Avant de procéder à l'étude détaillée des fiches de projet de la direction du génie de l'environnement, j'aimerais vérifier peut-être avec les membres du Conseil. Aviez-vous des questions d'ordre général sur la présentation de Mme Grondin de Courval? Après ça, vous reviendrez. Vous pourrez revenir lors de l'étude des fiches détaillées. Alors, je crois voir au loin la main levée de Mme Guarnieri. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Alors, on a parlé du réaménagement puis de l'embellissement de certains parcs. Je me demandais si dans Terrebonne-Ouest, comme le parc André-Guérard, le parc Montpellier et le parc des Vignes, s'il y avait des choses de prévues dans ces parcs-là. Il y a une liste, là, dans le fond, de parcs qui va être regardée avec vous là, un peu plus tard. Je crois avec les loisirs. Il y avait une certaine priorité qui avait été mise. Je peux vous dire qu'en 2022, ils ne sont pas là. Mais comme dans la fiche, on voit en 23, 24, tout ça, ce qui est indiqué. Mais il va pouvoir avoir un ajustement là, au niveau des priorités des parcs. OK. Puis ensuite, j'ai une autre question, c'est par rapport à l'autoroute là, qui va la 19 et tout ça. Je me demandais s'il y avait des écrans d'anti-bruit dans certains secteurs, mettons, de Terrebonne-Ouest, pas loin de Bois-des-Filions et tout ça. À ma connaissance, j'en ai pas vu dans leur concept, mais on peut vérifier, là. Eux doivent faire une étude de bruit préalable et par la suite pour s'assurer qu'il n'y a pas d'augmentation de bruit. Je sais il y avait une voie d'entrée-sortie d'autoroute qui va être prolongée, mais ce n'est pas encore canné, donc ça, ils vont devoir étudier s'ils se rapprochent des résidences, s'ils augmentent le bruit. Mais à ma connaissance, c'est pas encore étudié. OK, d'accord. On va s'assurer que ça soit tenu compte dans leur... Parfait, merci beaucoup. Une autre question de M. Berthiaume, je crois, et en préparation, Mme Abunza. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. On sait que dans les villes,
l'environnement, c'est un enjeu majeur. Moi, je voudrais savoir, on voit que dans le budget, il y a 4 % qui est dédié là, à l'environnement. Si on se compare aux 10 plus grandes villes du Québec, l'enveloppe qui est dédiée à l'environnement, est-ce qu'on est à peu près comme les 10 grandes villes où on se situe au niveau, est-ce qu'on est supérieur au niveau des budgets alloués, est-ce qu'on est inférieur? C'est un peu ce que j'aimerais savoir. Stéphane ou Monsieur Marcoux pour connaître la réponse. Moi, je vais je n'ai pas la réponse comparée aux autres villes, le 4 %. Mais je peux vous dire que notre budget, le budget d'investissement à l'environnement est beaucoup plus large que ça. Ça dépend de la conception. Mais juste l'usine, la Steppe Pinière, l'usine de traitement des eaux usées, de 130, 120 millions, c'est pourquoi? C'est pour protéger l'environnement. Si on n'avait pas l'usine, OK, on pourrait pas continuer à se développer, mais il y a des déversements d'eau usée. La gestion des eaux usées ne serait pas moderne. Alors, en construisant la nouvelle usine, dont on va doubler la capacité, on améliore aussi le type de traitement. En construisant un écocentre à la plaine, je ne crois pas que c'est dans le 4 %, mais c'est dans le PTI, ça ajoute des investissements significatifs en environnement. Je pourrais passer des fiches comme ça, de nombreuses fiches, dans l'aménagement des bassins de rétention qu'on oblige chaque promoteur à faire ou que nous faisons. C'est aussi de la protection ou de l'amélioration de l'environnement puis du développement durable. Alors, aussi, quand on passe d'auto à l'essence à des autos électriques, c'est pas dans le budget de 4 % d'environnement, mais ça fait partie de l'approche de développement durable et de l'approche environnementale et de la transition écologique. Je vais donner 4-5 exemples, mais je pourrais vous donner une vingtaine ou une trentaine d'exemples où il y a de nombreux investissements qui, de façon directe, vont améliorer notre approche du développement durable, de l'environnement et de la transition écologique. Là, c'est des fiches, évidemment, il y a des catégories qu'on fait pour notre travail quotidien. On distingue les parcs, on distingue les routes, aqueducs, égouts, pluviales, etc. Il y a beaucoup de fiches et de programmes qui sont distincts, mais si on regarde dans une perspective globale l'environnement, je peux vous dire que dans ce projet de PTI, là, on est très, très fort dans la préoccupation concrète par rapport à l'amélioration des choses structurelles pour améliorer l'environnement et la qualité de vie des gens de Terrebonne. Merci, M. Mercier. Nos disciplines, c'est vraiment par quelle équipe qui s'en occupe. Mais comme l'environnement est, comment dirais-je, intrinsèque à tous nos projets, il y a plusieurs projets, comme M. Marcoux disait, qui en tiennent compte pour l'amélioration, qui ne sont pas dans l'équipe environnement ou traités par eux. Merci beaucoup. Vous la parole, Mme Abunza. Merci, M. Morin. Merci, Mme Grondin de Courval. Super belle présentation. Puis, je félicite vos équipes personnellement. Je sais que vous travaillez fort et vos équipes également. Donc, petite question, je ne vais pas rentrer dans un projet très spécifique, mais l'échangeur Urbanova, je crois que c'est quand même un dossier en soi qui intéresse plusieurs districts sur notre territoire. Donc, ma question pour vous, c'est peut-être juste nous mettre à jour à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y en est? Tu sais, quand vous dites qu'il faut travailler en partenariat avec le MTQ, je crois qu'on était à l'étape plans et devis. Juste en dire un peu plus afin que nous soyons à jour là, avec les dernières informations. On vous entend pas, Madame Grondin de Courval. J'avais basculé, je ne voyais pas mon micro, j'étais allée sur nos échéanciers. Ça, je vais juste aller valider dans notre échéancier, on est où exactement? On est en plans et devis, mais comment ça fonctionne ce projet-là? C'est que la Ville de Terrebonne prépare les plans et devis et une fois les plans et devis terminés, on les donne au ministère des Transports pour qu'eux partent en appel d'offres construction et surveillance. Donc, ils doivent, eux, lancer là, les appels d'offres. C'est une condition, là, le ministère des Transports demande à ce que tout ce qui est ce qui passe au-dessus de leur autoroute soit surveillé par eux.
donc qui soient donc aussi les donneurs d'ouvrage. Je vais juste valider la date exacte que nos plans et devis vont être terminés. Donc, là, ça devrait... Attendez. Ça devrait être, il me semble, cet automne que l'appel d'offres devrait être parti. Mais là, je n'aurais pas trouvé son numéro de fiche. Ah, ici, ça va aller. Ben, je peux peut-être répondre à la fiche 10-133, dans le fond, qui est peut-être à la page 139 du document PDF. Là. Donc, on voit l'échéancier. Donc, en 2022, on a pour 2 millions qui sont grosso modo là, les plans et devis, la réalisation des plans et devis. On voit en 2023 et 2024. Donc, en 2023, il y a un 34 millions, puis en 2024, un 7 millions. Donc, essentiellement, la phase travaux, la phase réalisation est prévue pour 23 et 24. Monsieur le Président, j'aimerais ajouter que les plans de devis sont faits par la Ville, les travaux sont faits par le gouvernement du Québec, le ministère des Transports, mais la totalité du coût du projet est à la charge des citoyens de Terrebonne. En somme, même si c'est le ministère des Transports qui va construire le viaduc, la totalité des coûts est à la charge des citoyens de Terrebonne. Merci, M. Marcoux. M. Larrivé également, Mme de Courval. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Abonza? Oui, merci beaucoup. Merci pour les précisions. Donc, je pense que ça nous donne une bonne idée de comment le tout est planifié dans le temps. Puis, en même temps, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il y a quand même des parties prenantes qu'on a moins le contrôle aussi également. Donc, ça, c'est important qu'on comprenne le fonctionnement de ce type de projet-là aussi, que c'est normal des fois qu'on n'est pas à l'affût, là. Donc, merci beaucoup pour les précisions. Merci. Alors, avant de continuer par l'étude détaillée des fiches du génie environnement, j'aimerais prendre le temps avec vous de visionner une capsule vidéo qui va vous démontrer la grande importance qu'occupe l'environnement et la mobilité dans notre plan triennal d'immobilisation. La transition écologique à Terrebonne est bien enclenchée. Que ce soit dans notre budget ou dans notre PTI, plusieurs investissements sont mis de l'avant pour améliorer notre situation environnementale à court, moyen, long terme. Pour vous encourager à avoir une alternative à la voiture, la Ville de Terrebonne va investir dans le développement de ses pistes cyclables dans la Trans-Terrebonne et partout à travers la ville, ainsi que dans des projets pilotes de vélo-partage. D'ici 2024, la Ville de Terrebonne investira 825 000 $ pour électrifier sa flotte de véhicules et installer de nouvelles bornes partout à travers son territoire. Une autre bonne nouvelle à l'intérieur du PTI, fini l'incertitude, l'arrivée d'une application InfoNeige vous permettra de suivre de façon interactive le déneigement partout à travers les rues de Terrebonne. Vous serez également heureux d'apprendre que nous investirons plus de 2 millions de $ pour la création d'un éco-centre à la plaine, pour vous débarrasser correctement de vos déchets dangereux ou électroniques. Toutes ces mesures viennent s'ajouter à celles annoncées lors du dernier budget, soit la création d'un bureau en environnement ou des programmes d'électrification des transports. Des belles surprises vous attendent au cours des prochains mois. Alors, nous sommes de retour et à ce stade, nous allons entreprendre l'étude détaillée de chacune des fiches. En fait, M. Marcoux en fera une lecture et s'il y a des questions de précision sur les fiches dont il nous fera lecture, ben, je vous invite à lever la main. Et quant aux citoyens qui nous écoutent, qui nous regardent, ben, vous le savez, vous pouvez nous transmettre vos questions par écrit. Et il nous fera plaisir d'y répondre à l'occasion de la prochaine séance du 16 février prochain. Alors, repesez encore un coup. Voilà. Alors, bonjour. Vous pouvez faire des questions ou des commentaires. Il y a tout aspect qui concerne le sujet. Alors, la première fiche qui est dans le cahier à la page 101, le numéro, c'est la fiche 10-024. Le sujet, c'est l'amélioration et la construction de parcs et de plateaux sportifs. Alors, c'est un programme. Un programme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est récurrent, qui va être là chaque année, un programme pour assurer la pérennité de nos équipements. Alors, ce programme-là, son titre, c'est
amélioration et construction, parcs et plateaux sportifs. Parce que je ne dirais pas à chaque fois, mais toujours, après que j'ai lu, on vous donne un certain temps pour ça, va lever la main pour que le président le voie. S'il y a des questions ou commentaires, vous pouvez les dire spontanément sans lever la main. Vous pouvez poursuivre. OK. Fiche suivante, 10-053, parc de conservation du ruisseau de feu des phases 1 à 4. Et c'est un projet. Suivant. Alors, suivant, la fiche 10-055, c'est le programme de plantation d'arbres. Ce programme-là qui est au génie, parce qu'il y a un autre programme qui est aux travaux publics. On l'a vu hier. Ça, c'est le programme qui est au génie. Pourquoi il est au génie? C'est parce que ça implique des structures. Des fois, il faut déplacer du béton, il faut déplacer des tuyaux, etc. Donc, lorsque ça implique le génie, bien, c'est normal que ce programme-là soit au génie. Alors, le programme de plantation d'arbres. La fiche suivante, 10-056, branche 1 du ruisseau de feu. Fiche suivante, 10-057, aménagement paysager, jardin Angora, phase 1. Monsieur Marcoux? Oui. Est-ce que c'est dans ce fiche-là qu'il va y avoir le passage piéton entre la rue des Escoumins et la rue d'Angora? Et si oui, est-ce que c'est un ou deux sentiers, le savez-vous? Alors, Madame Grondin de Courval ou Stéphane, des deux, là, parce que je n'ai pas cette connaissance. Est-ce que vous pouvez me rappeler, me redire exactement entre? En fait, ça relie le district du Boisé et le district Jardin d'Angora, la rue des Escoumins. Il y a un passage qui est prévu pour aller rejoindre la rue d'Angora, mais initialement, il y en avait deux, mais vu les projets là, qui sont retardés, je voulais savoir, il y a un aménagement en 2022 de prévu, mais je me demandais si vous aviez des détails sur si c'est un ou deux passages piétonniers. Je peux y aller, Lise, si tu veux. Oui, vas-y. OK. Donc, dans la nature du projet, on voit là, que c'est indiqué qu'il y a un sentier qui va relier la rue des Escoumins au secteur Angora. Effectivement, ce sentier-là part des Escoumins de façon unique, et puis après ça, il se divise en deux. Un qui s'en va plus vers le sud, vers le parc, puis l'autre s'en va un petit peu plus vers le nord, vers la 640. Donc, dans un premier temps, le sentier va partir d'Escoumins, il va aller rejoindre le parc, donc celui qui est un petit peu plus au sud. Pour celui qui s'en va, la branche qui s'en irait plus vers le nord, ce chemin-là va être fait un petit peu plus tard en fonction du développement de la phase 2, dans lequel, parce que ça va déboucher sur la rue Odiana. Donc, lorsque la rue Odiana sera terminée, à ce moment-là, cette branche-là qui va s'en aller sur Odiana pourra être complétée. Mais on n'a pas d'échéancier précis pour cette deuxième branche-là, considérant que on est avec le promoteur à voir quand est-ce que tout ça va se construire. Donc, mais dès que c'est fait, cette branche-là va être réalisée. Excellent. Merci beaucoup. Alors, la fiche suivante, 10-058, aménagement d'un grand parc municipal sur l'avenue Gabriel-Leroy, qui est actuellement en construction, puis où seront situés, d'une part, le nouveau quartier général de police et d'autre part, la nouvelle école secondaire Gabriel-Leroy. Fiche 10-059, lien cyclable Trans-Terrebonne à Urbanova. « 10-060, aménagement paysager d'Urbanova dans le secteur du PAT 01. » Oups, nous avons une main levée de Mme Abonza. Allez-y.
Oui, tout simplement, juste expliquer globalement c'est quoi l'aménagement qui est prévu afin de nous renseigner un peu plus. Là, c'est une bonne nouvelle, mais tout simplement nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est en vue, s'il vous plaît. Alors, Mme de Grondin, de Courval, ou Monsieur Larrivée, Stéphane? on dirait. Comme tu veux. Lise, est-ce que tu veux que j'y aille? Oui. D'accord. Sinon, c'est ça serait plus... moi, il est vraiment détaillé, mais... Ben, en fait, dans la justification, on voit un peu les sentiers qui vont être faits. Donc, entre l'avenue Urbanova vers René-le-Cavalier. Donc, c'est un sentier qui va relier René-le-Cavalier, passer par l'avenue Urbanova pour éventuellement déboucher dans le secteur Compostelle, là, qui est un petit peu plus à l'ouest. Puis qui va longer le bassin là, qui est sur Anne-Hébert. L'autre chose, on a un autre sentier, évidemment, comme je disais, on le voit, le Compostelle vers l'avenue Urbanova. Donc, on est en train d'acquérir un terrain pour justement faire le lien entre Compostelle et l'avenue Urbanova. Puis, il y a le sentier 3, le bassin Marcel de la Sablonnière, qui donne accès vers la côte Terrebonne. Donc, ce qui va partir, c'est ça, donc de Marcel de la Sablonnière, qui va donner un accès vers la Trans-Terrebonne. Donc, c'est les 3 sentiers qui sont dans cette fiche-là. Alors, merci. Vous pouvez continuer, M. Marcoux. La fiche 10-068, travaux de réaménagement du parc Philippe-Villeneuve, qui comprend l'aménagement d'une scène pour l'objectif étant qu'il soit réalisé pour les fêtes du 350e. Donc, réalisé au cours de l'année 2022 ou début de 2023 pour la scène. La fiche suivante, 10-069. Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y avait pas de question. Réaménagement du parc Pierre-Legardeur. La fiche 10-163. Planification des terrains, ville sous les lignes électriques au Carrefour des Fleurs. Maintenant, on passe à une section, une autre équipe, la section immeubles de la même direction, Génie Environnement. La première fiche, 10-041, mise à niveau des casernes 2 et 3 pour l'incendie. Fiche suivante, 10-074, agrandissement et mise à niveau de la caserne numéro 1. 10-075, la fiche nouvelle caserne 4. Qui sont situées où, celle-là, déjà? La caserne 4? À la plaine. Ah oui, OK. Oui, OK. Oui, elle est déjà en construction. Alors, 10-077, nouvelle caserne numéro 5, qui va remplacer éventuellement une caserne qui est louée actuellement dans l'ouest de Terrebonne et par une caserne qui va être proche du viaduc dont on a parlé tantôt, mais dont nous serons propriétaires. La fiche 10-080, regroupement de services. C'est l'étude sur les besoins de la ville à cet égard. 2022, centre aquatique et communautaire, stationnement pour la croisée. Alors, puis centre aquatique, centre communautaire dans lequel il y aura un volet bibliothèque, puis un stationnement pour permettre là, aux gens de se servir de ces équipements-là. Puis à côté, on le sait, il y a déjà un gymnase qui a été payé par la ville. Je ne sais pas s'il appartient à la ville, mais qui a été payé par la ville pour les pionniers. Il appartient à la ville? OK. Fiche suivante, 10-100. Plan de développement des bibliothèques, la mise en œuvre. On sait qu'il y en a un volet dans à la Chenet, dans
le centre dont je viens de parler tantôt, puis un autre équipement développé dans l'Ouest, dans Urbanova, pour les premières étapes de réalisation du plan directeur. 10-102, le nouveau quartier général de police. 10-112, acquisition de terrain. Il n'y a pas de terrain de spécifié, c'est une enveloppe monétaire. On adopte le règlement d'emprunt. Puis lorsqu'on a des besoins, bien, on peut proposer au conseil de payer à même ce règlement d'emprunt, ce qui nous permet de sauver des délais puis d'accélérer notre efficacité. « 10-164, l'aménagement de divers locaux du 748, 754 et 790 Saint-Pierre. C'est des locaux qui appartiennent à la ville puis qu'on réaménage pour davantage faire au lieu des bureaux fermés, des bureaux à air ouverte, compte tenu de l'augmentation du nombre d'employés dans certaines directions. 10-168, fête du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne, les legs. Alors, cette fiche concerne des réaménagements de l'île des Moulins, la reconstruction d'un théâtre ciel ouvert et des aménagements au parc mineur, au parc Masson et le long de la rue attenante, des Braves, le long de la rue des Braves. Alors, c'est des travaux pour le leg du 350e. Et la dernière fiche reliée à l'équipe immeuble, 10-276, aménagement de locaux pour le service des archives. Avant de changer de section, peut-être, M. Marcoux, il vous laisser la chance peut-être de prendre une gorgée d'eau. Merci, M. le Président. M. le modérateur. J'aimerais juste rappeler aux citoyens que, bien que ce que vous voyez à l'écran est probablement beaucoup trop petit pour que vous puissiez en faire une lecture, toutes ces fiches sont disponibles sur le site Internet de la Ville dans la section Actualité sur le site. Le document s'intitule Projet fiche PTI 22-24, 2022 à 2024. Vous aurez à ce moment-là plus de précision. Vous pourrez lire en détail le contenu des fiches dont M. le directeur général nous fait la lecture du titre. Oui. Et si ça soulève des questions dans votre esprit, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Je vous laisse poursuivre, monsieur. Monsieur Morin, je vais lever la main. Oui. Oh, monsieur Aucoin, allez-y. Oui. Les fiches, c'est plus global, là, ce que je veux amener, là, parce qu'on vient de voir la construction de casernes de pompiers, construction de bibliothèques. Évidemment, je n'ai aucune compétence dans l'aménagement d'une caserne de pompiers, puis aucune compétence dans l'aménagement d'une bibliothèque, là. Sauf que je me demande s'il y a une culture qui existe et qui est vraiment instaurée de vraiment consulter les usagers au quotidien. Donc, est-ce que les bibliothécaires, ceux qui travaillent vraiment dans les bibliothèques au quotidien, vont pouvoir travailler sur les plans d'aménagement de bibliothèques? Est-ce que les pompiers qui sont dans la caserne tous les jours vont pouvoir travailler sur les plans des futures casernes? Parce que moi, évidemment, dans le sport, dans des gymnases d'école, là, j'ai déjà vu des grosses erreurs, que les firmes d'architecture, de construction ont fait un bon travail, mais le professeur d'éducation physique arrive au gymnase puis dit telle porte aurait dû être là, puis tel hangar aurait dû être là, puis tel éclairage aurait dû être là. Parce que les personnes qui travaillent au quotidien dans les gymnases n'avaient pas été consultées avant qu'on fasse le travail. Alors, je me demande si cette culture-là est instaurée à Terrebonne. Merci. Je vais répondre de façon générale, puis à mes collègues Henri Chiron. Votre question ou votre commentaire est très, très pertinent. Je l'ai vécu. Ça fait 31 ans que je suis dans la gestion municipale. Puis j'ai déjà vu dans mes vies antérieures, des gens disent, les architectes ou les gens ingénieurs, tout ça, ont encore choisi un autre système de ventilation, un autre système de mécanique, un autre système de chauffage. On en a déjà, là, il va falloir en apprendre un autre au lieu de nous avoir consultés pour harmoniser le plus possible le type d'équipement qu'on a.
On peut avoir des lampadaires qui sont différents pour chaque rue, mais s'approvisionner en lampadaires différents pour chaque rue, là, ça devient compliqué, coûteux, etc. Mais c'est la même chose, vous avez bien raison de souligner l'importance de consulter les professionnels, les cadres et l'école blanche, les employés qui travaillent en bibliothèque. La même chose dans les casernes. Et c'est très sage de porter ça à notre attention. Et pour vous montrer ce qu'il y en est jusqu'à maintenant, parce qu'on est en plein dans des rénovations, puis la construction de nouvelles casernes, j'inviterai M. Dufresne à compléter. Puis ici, mes collègues, M. Larrivé, parce que c'est une question très importante. On n'a peut-être pas une culture à cet égard-là, comme vous le dites, là, encore, mais M. Larrivé et Mme Grondin de Courval, qui est toute jeune à la ville, pourra nous dire où on en est. Oui, allez-y, M. Dufresne. Merci, monsieur. Excellente question, M. Aucoin. Puis d'ailleurs, ça a été une préoccupation dans divers projets qui sont en cours. Et je tiens à souligner la grande collaboration qu'a fait preuve la direction du génie dans ce dossier-là, entre autres la construction des casernes de pompiers qui sont en cours. C'est d'exemple, M. Aucoin, pour vous rassurer dans votre question et l'importance de celle-ci. Exemple pour la caserne qui se construit à La Plaine. Évidemment, il y a eu un souci de la part de la direction du génie d'engager des firmes d'architectes qui sont expérimentés dans la construction de casernes parce qu'en effet, c'est des bâtiments particuliers. En second, les plans préliminaires ont été travaillés en collaboration avec la direction incendie qui a, elle aussi, consulté les pompiers à la base sur l'aménagement de la caserne pour considérer les besoins terrain, justement, des usagers dans la mesure de la capacité, évidemment, structurante et des règles de santé, sécurité et de construction du bâtiment. Donc, c'est un projet, exemple, la celle de La Plaine, qui a été faite en collaboration de façon très importante à l'intérieur de la ville, autant entre la direction du génie que l'utilisateur, la direction incendie qui va utiliser, jusqu'aux pompiers qui sont actuellement dans cette caserne-là. Donc, ils ont vu les plans préliminaires, ont pu commenter, on a tenu compte de plusieurs commentaires. D'ailleurs, dans d'autres projets qui se font en collaboration avec le génie, on le fait déjà en ce moment. On a vu l'agrandissement de la caserne 1. On est à l'étape des plans et devis et c'est le même principe qui est utilisé. Évidemment, il y a des enjeux plus complexes quand on agrandit un bâtiment existant que d'en construire un. Donc, on va avoir des fois certaines embûches pour répondre à certains besoins. Mais il se fait encore là un travail de collaboration entre la direction du génie, la direction concernée, dans ce cas-là, l'incendie, et le personnel qui occupe cette caserne-là pour voir, dans la mesure la plus possible, de répondre aux besoins terrains de ces personnels-là. Bien, merci, M. Dufresne. Allez-y, M. Larrivé. Ouais, je vais compléter la réponse. Là, dans la culture, il y a les usagers, mais il y a aussi ceux qui en font l'entretien. Donc, les travaux publics, lorsque le génie fait un bâtiment ou peu importe quel ouvrage en infrastructure, je vous le dis, il y a une culture où les gens qui vont en faire l'entretien sont aussi consultés en amont pour être certains que ce qu'on va construire et mettre en place puisse répondre à leurs besoins, puis aussi répondre à l'entretien qu'ils auront à faire dans le futur. Là. Donc, cette culture-là est déjà ancrée. Là. Alors, les trois directeurs généraux et généraux adjoints ont répondu à votre question, M. Aucoin, qui était très pertinente. Hein? Alors, M. Marcoux, je vous invite à continuer. Alors, on aborde le travail d'une autre équipe, l'équipe de l'environnement. Alors, la première fiche, c'est la fiche 10-045, site de revalorisation des sols contaminés et bassins de rétention. Est-ce qu'il y a des questions? Semble pas. La fiche suivante, 10-067, acquisition et implantation de la collecte des matières organiques. Vous pouvez y aller. La fiche 10-070, implantation d'un réseau d'écocentres. La fiche 10-097, l'aménagement et mise en valeur du corridor de biodiversité. La fiche 10-109, restauration du corridor biodiversité pour la lutte aux plantes qui nous viennent de l'étranger et qu'on ne veut pas. Là. Je l'ai déjà su, mais les herbes envahissantes. Attends. Les herbes exotiques envahissantes ou quelque chose du genre.
Alors, des espèces. Des espèces. Espèces Ouais. exotiques envahissantes. Mais ça s'applique des herbes, puis on le voit quand on écoute Découverte ou La Semaine verte, ça s'applique dans les lacs, dans les rivières, etc. On est envahi des envahisseurs. Fiche suivante, 10-160, rampe de mise à l'eau pour petites embarcations. Oh, je savais qu'il y aurait une Ouais, question je de savais. monsieur Pour Aucoin. ceux qui veulent savoir où ça va se situer, c'est à peu près où est la maison à Desmaures, Dion. Allez-y, monsieur Aucoin. Quand je parlais de culture tantôt, justement, moi, quand j'ai vu cette fiche-là, j'ai fait un peu le saut parce qu'il y a déjà du travail qui a été fait. On le voit là, dans la fiche. Là, on a déjà investi 73 000 là-dedans. Et quand on parle de culture de consultation, je peux vous dire que le Club d'Aviron Terrebonne n'a jamais été consulté pour cette rampe de mise à l'eau-là. Et ça s'est souvent vu, des rampes de mise à l'eau qui ne sont pas adaptées du tout pour les canots et les kayaks et les bateaux d'aviron. C'est-à-dire qu'on fait des rampes de mise à l'eau et des quais qui sont faites pour les bateaux moteurs. C'est beaucoup trop haut et ce n'est pas adapté du tout pour les petites embarcations. Je peux vous assurer. Et moi, je vous le dis, je vous le confirme, le Club d'Aviron Terrebonne n'a jamais été consulté jusqu'à présent pour ça. Je peux vous assurer qu'on va avoir le temps de les consulter parce que la construction est prévue en 2023. Alors, on a toute l'année 2022 pour finaliser, faire les plans et devis, puis la construction est juste prévue en 2023. Alors, je peux vous assurer qu'ils seront consultés. La fiche suivante, 10-169, décontamination du parc du Ruisseau. Fiche suivante, 10-242, plan d'action pour les changements climatiques. La fiche 10-310, travaux dans des milieux humides. Alors maintenant, on va passer aux travaux d'une autre équipe de la Direction de génie et d'environnement, une équipe assez nouvelle sur les ouvrages d'art. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ouvrages d'art, c'est les viaducs, les structures, etc. Alors, on appelle ça des ouvrages d'art dans le langage du génie. La fiche 10-119, voie de service A640, le secteur du boulevard des entreprises. Ici, ce n'est pas une structure, mais ça a été lié parce que c'est le même chargé de projet qui va s'occuper de l'échangeur Urbanova pour que ça fasse un tout. Okay. Parfait, merci. La fiche suivante, 10-121, Jardin Agora, phase 2, bretelles d'accès. La fiche 10-133, échangeur Urbanova au-dessus de la A640. La fiche suivante, 10-228, les mesures d'atténuation du bruit de la A25. C'est le paiement de notre part de l'étude. 10-282, programme d'entretien des ouvrages d'art. Alors, on vient de terminer la section ouvrages d'art. Maintenant, une autre équipe, c'est la stabilisation de talus. La fiche 10-048, programme de protection des berges et des talus. La fiche 10-050, stabilisation des talus du canal de dérivation de la rivière Mascouche. 10, fiche 10-051, MRC, cours d'eau, rue Oscar Maurice. La fiche 10-165, cours d'eau en amont de la rue de Briançon et gestion de l'érosion. La fiche 10-270,
Stabilisation de la digue Terrasse Mathieu. Alors, ça termine la section d'aménagement ou de stabilisation des talus. Maintenant, on passe à la section l'équipe de mobilité et d'utilité publique. 10-061, réaménagement de la côte Terrebonne au terminus Exo. La fiche 10-063, ajouter des trottoirs manquants suite au plan directeur de mobilité durable. La fiche 10-087, l'amélioration de la circulation Maudit Gascon. « 10-089. Il y a une question, M. Marcoux. Oui, OK. Oui, M. Aucoin. Je vais revenir avec mes questions de culture. On le sait, là, tout le monde le sait, depuis 60 ans, l'Amérique du Nord est développée pour l'automobile. Ça serait intéressant d'implanter la culture piéton et vélo dans tous ces aménagements-là. À chaque fois qu'on fait une nouvelle rue, un nouveau coin de rue, on dit le Gascon maudit, d'avoir une pensée piéton et vélo autant que autobus et auto, d'implanter cette culture-là, s'il vous plaît, dans tous ces aménagements-là. Merci. Alors, M. Lalivé. Oui, en fait, pour répondre, quand on a refait Gascon il y a quelques années, la phase 1, c'était justement d'améliorer ou de tenir compte du piéton. Donc, la phase 1, c'était l'ajout de pistes cyclables et de piétons de part et d'autre du boulevard Gascon sur un certain tronçon, là. Mais effectivement, pour toute la suite de Gascon, Maudit, le plan directeur de mobilité durable tient compte de ça. À chaque fois qu'on fait des aménagements, on tient compte justement de cet aspect-là. Là. Effectivement, c'est au cœur de nos décisions. Merci. Des questions de M. Aucoin. Il me faut rappeler qu'un des premiers livres que j'ai lu étudiant en sociologie, c'était Les 4 roues de la fortune. Je me souviens encore qui disait que 25 de l'économie américaine dans ce temps-là était consacrée à l'auto. Quand même. Oui. Ça n'a pas diminué, je pense. Non. Fiche suivante. Attends, je vais étudier. Oui, amélioration de la circulation sur Gascon. OK. La fiche 10-089. Hydro-Québec, enfouissement des utilités publiques dans le vieux Terrebonne. 10-091, jalonnement dynamique pour le stationnement dans le vieux Terrebonne. Madame Grondin de Courval nous dit que ça va être fait cette année? Oui, pour le 350e, ça va être en place et les gens vont moins tourner en rond pour trouver leur place. Et, vous allez pouvoir venir les essayer, M. Marcoux. Avec plaisir. 10-092, signalisation, affichage des activités municipales et communautaires. 10-095, nouveau réseau cyclable sur le territoire. 10-099, prolongement de la rue nationale vers l'autoroute 640. Oui, M. Marcoux? Oui. Oui, allez-y. Pour le bénéfice aussi des citoyens, là, cette fiche-là a été modifiée comparée à l'année passée. C'est sûr qu'on a un problème de fluidité dans ce coin-là. Par contre, ce qui a été retiré de la fiche, c'est de déboucher la rue Grande-Allée, là, derrière la rue Beaujolais et Sanois, où est-ce qu'il y a quand même un boisé d'intérêt. On a gardé dans la fiche de débloquer la rue nationale sur la 640. Est-ce qu'on peut, pour le bénéfice des citoyens, donner un petit peu de détails là-dessus? Où est-ce qu'on est rendu avec ce projet-là? Ça fait longtemps que ça traîne, pour le dire comme ça, mais
C'est un projet complexe, mais M. Larrivé, peut-être, ou M. Marc, pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails? Oui. Moi, je suis spécialiste du général, mais M. Larrivé a plus de talent. Il est spécialiste du général et du spécifique. Donc, oui, donc c'est ça. Le but, bon, comme vous l'avez dit, là, effectivement, c'est névralgique, là, ce secteur-là. Donc, il faut aider la circulation du parc industriel à pouvoir sortir ailleurs que par Masson. Donc, le projet vise à continuer la rue nationale, longer la 640 jusqu'à Dumais. Jusqu'à Dumais, pour pouvoir permettre justement aux véhicules, soit les camions ou les travailleurs du parc industriel, de pouvoir sortir par cette branche-là. La difficulté, c'est dans zone agricole. Donc, il faut demander à la CPTAQ. C'est des terrains privés. Donc, il y a des cultivateurs qui sont là. Donc, c'est plus ardu. C'est pas aussi simple que ça. Donc, d'aller chercher les autorisations. Et j'ajouterai qu'on traverse une voie ferrée. Au bout de la rue nationale, il faut traverser une voie ferrée. Ce qui ajoute aussi à la complexité du projet, c'est-à-dire d'aller chercher les autorisations pour pouvoir franchir cette voie ferrée-là. Donc, on est très conscient, ça prend absolument cette sortie-là, on est bien conscient de ça, mais disons que c'est pas un projet aussi simple là, que ça puisse paraître à cause des éléments que je viens de vous citer. Là. Je vous ai peut-être induit en erreur, M. Larrivé, mais le prolongement s'arrêterait à Charles-Aubert. Hein? Bon, merci, c'est ça que je cherchais. Donc, Charles-Aubert, c'est effectivement Charles-Aubert. On peut passer à la Merci. suivante. Alors, fiche suivante, 10.101, amélioration de la circulation des seigneurs, secteur A25. Fiche suivante, 10.166, nouvelle bande cyclable sur la côte Terrebonne, la côte de Terrebonne. 10.274, aménagement des terrasses du vieux Terrebonne. Fiche suivante, 10.275, jeux libres dans la rue. Alors, on vient de compléter la section utilité publique et mobilité. Maintenant, une autre équipe de la direction du génie de l'environnement. Alors, c'est marqué génie, mais c'est toute autre fiche qui ne rentre pas dans les premières catégories. La fiche 10.073, la steppe pinière, construction de l'usine de traitement d'eau usée. La fiche 10.079, prolongement du boulevard Pierre-Legardeur. 10.085, travaux correctifs, poste de pompage, Marcel de la Sablonnière. La fiche 10.113, mise à niveau de 36 postes de pompage. Alors, vous l'avez compris, c'est un programme, ouais, mais qui a plusieurs projets. 10.116, mesures compensatoires, plan de gestion des débordements. « 10.118, construction de bassins de rétention dans le réseau pluvial. » 10.120, projet de prolongation du réseau d'aqueduc. 10.122, construction du poste de pompage T65. 10.125, aménagement de la rue du Campagnol. Pas sûr que le Campagnol va être content. 10.126, réaménagement rue Ouimet,
débarcadère CSSA de la Commission scolaire des affluents. Centre de service scolaire. Oui, oui, c'est vrai. Centre de service scolaire des affluents. 10-127, réaménagement de la rue des Tilleuls. 10-128, réaménagement de la rue Chapelot. 10-129, programme de réfection des chaussées. 10-130, avenue Pierre Dansereau, pavage et aménagement paysager. J'ai une question, M. Marcoux. J'avais deviné. Ça, j'ai pris mon temps. Là. Je me suis dit, Mme Abunza, la vice-présidente. Oui. Oui. Je ne peux m'empêcher. En fait, ma question est la suivante. Je sais que cette fiche-là pour le bénéfice des citoyens a été revue comparativement aux années antérieures, notamment au niveau des coûts projetés pour l'année 2022. Les coûts ils ont été augmentés en 2023. En fait, j'aimerais ça tout simplement, puis au-delà de tout ça, on sait très bien les raisons. C'est au niveau de la planification. Qu'est-ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est qu'il y avait des travaux de construction dans des coins assez stratégiques où est-ce que ces travaux-là n'étaient pas terminés, qui empêcherait, en fait, qui ne serait pas la bonne décision de commencer ce genre de travaux d'infrastructure et les refaire pour créer des dépenses supplémentaires et des désagréments aux citoyens. Mais je veux quand même rassurer les citoyens qu'il y a quand même un montant alloué là-dessus en 2022 et j'aimerais ça en connaître davantage parce que il y avait eu des discussions à dire que ce projet pouvait débuter en 2022, mais à l'ouest du rond-point Urbanova. Donc, je me fais poser plusieurs questions de citoyens à ce niveau-là. Je sais qu'ils sont préoccupés. Ça fait des années qu'ils attendent ces infrastructures-là pour pouvoir profiter du quartier. Donc, je voudrais peut-être vous entendre là-dessus, avoir un petit peu plus de détails pour le bénéfice des citoyens. Madame Grondin. Monsieur Larrivé. Oui. Tu veux y aller, Élise, ou... Oui, c'est ça. Actuellement, dans la fiche qui est prévue en 2022, c'est vraiment là, la poursuite des plans et devis pour travaux en 23. Si on a de la disponibilité là, au niveau que les plans et devis se terminent plus tôt, c'est pas impossible d'aller de lancer un premier appel d'offres pour la portion la plus à l'ouest, mais ça va être encore là, à réévaluer. Mais c'est pas abandonné. C'est ce qu'on avait discuté. Dans la fiche, c'est pas ce qui est indiqué, parce que c'est comme ça que c'est planifié pour ne pas abîmer là, les infrastructures nouvelles. Mais ça va être regardé là, pour voir si on peut devancer la partie la plus à l'ouest. Mais essentiellement, l'objectif au début, c'est vraiment de faire l'ensemble de Pierre Dansereau. Puis, en fait, quand on parle de l'ouest du giratoire de Urbanova, là, ça devient Carmel, là, ce tronçon-là. Là. Mais ce qui est prévu, c'est vraiment les deux. Là. À ma connaissance, c'était les deux. Autant le petit bout de Carmel qui est à l'ouest que le Pierre Dansereau entre les deux giratoires, donc entre Urbanova et Merced de la Sablonnière. Là. Puis, donc, c'est ça, c'est les plans et devis en 22 qui vont peut-être se finir en 23, puis après ça, les travaux qui devraient commencer. Et, vous l'aviez très bien dit, le fait d'avoir repoussé ce projet-là, c'est essentiellement parce qu'il y a beaucoup de travaux de construction en ce moment sur Pierre Dansereau. Et si on avait mis ça de façon finale, avec un wow, là, ben, on se serait fait briser nos infrastructures par la construction intensive des bâtiments qui sont sur place en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on attend que ces bâtiments-là soient construits. Puis après ça, on vient faire plus l'effet final du boulevard. Merci. Oui. Allumez votre micro. La fiche suivante, 10-131, l'avenue Pierre Dansereau, conduite maîtresse aqueduc. Fiche 10-134, prolongement des infrastructures sur le boulevard Laurier. 10-135,
travaux correctifs à l'intersection de Grande Allée et Masson. Je pense que Raymond a une question. Oui, M. Berthiaume, suivi de M. Auger. Allez-y. Votre micro, M. Berthiaume. Désolé. Concernant la fiche précédente sur le boulevard Laurier, est-ce que je peux avoir un peu d'explication quand on parle? On ne vous entend pas, M. Berthiaume. On va y arriver. Ah. C'est bon? C'est pour la fiche précédente concernant le boulevard Laurier. Je voudrais avoir quelques informations. Allez-y. Vous voulez savoir, dans le fond, qu'est-ce qui est inclus dans les travaux? Oui, tout à fait. Donc, c'est des travaux entre la rue Maria et la rue Hortensia sur le boulevard Laurier. Donc, ça comporte égouts sanitaires, incluant la construction d'un poste de pompage, canalisation des fossés. Donc, on enlève les fossés. Canalisation, donc on met une conduite. Aqueduc, îlot central, incluant une baie de virage. Feu de circulation, piste cyclable et aménagement paysager, bien sûr. Puis, à quelle date qu'on prévoit les travaux? Les travaux sont en 2025 avec des plans et devis en 2024. C'est pour ça qu'il fait partie du PTI. Donc, les travaux seront en 2025. Puis, à ce moment-là, il y aurait un contournement parce que la route ne serait pas accessible, j'imagine? Faudrait qu'on voit au niveau, si on est capable de le faire en alternance. Ça va être à voir là, quand on va être rendu un petit peu plus près dans la conception. D'accord. Pour voir si on est capable de dévier une partie, soit dévier une partie, peut-être une direction ou non. Ça va dépendre là, comment on est capable de, c'est pour bien renseigner pour faire des beaux travaux. Oui, c'est pour renseigner les citoyens parce qu'on sait qu'il devrait y avoir des travaux là, du ministère. Je ne sais pas si on a les dates là, d'élargissement pour la 337. Donc, les citoyens vont être pris à deux occasions là, dans un embouteillage. Est-ce qu'on sait au niveau du ministère les travaux qui devraient être faits, là, à quel moment ça va être fait? On nous a parlé de 2023 pour leurs travaux. Il essayait 22, mais ça sera en 2023. À 23, oui. Donc, on fêterait le 350e avec une route contournement. Ça sera pas chic, on s'entend? On essaie d'avoir quelque chose de wow pour le 350e, puis on va être en plein travaux à la plaine. Puis on sait que c'est une voie unique à la plaine. Là. On n'a pas d'autre chemin pour se rendre à Terrebonne. On pourrait vous revenir avec parce qu'on a vu quand même des plans au niveau du maintien de la circulation. On pourrait vous les faire parvenir pour que vous puissiez les voir. Il y a quand même là, du maintien qui est fait là, pendant la période. Parce qu'il y a un élargissement. Donc, en général, on commence par les élargissements, puis après ça, on joue avec le trafic. Là. D'accord, mais merci. J'apprécierais avoir ces informations-là. Merci beaucoup. Pas de problème. Est-ce que c'est possible pour moi aussi d'avoir les informations, s'il vous plaît? Oui. Mais je ne vous incite pas, M. Berthiaume, à inciter le ministère à retarder les travaux. Nous, on fait tout pour les faire avancer. Non, c'est pas ça. On fait tout pour les faire avancer. Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je peux vous dire, là, ça fait 30 ans là, qu'on fait des promesses à la plaine. Là, puis chaque gouvernement promet l'élargissement. Peut-être qu'un jour, on va le voir. Là, je l'espère, mais non. C'est pas l'intention de retarder les travaux, mais c'était juste là pour mentionner que 350e, on va arriver en plein travaux à la plaine. Puis ceux qui connaissent la plaine, là, ça prend pas grand-chose là, pour qu'on soit bloqué là, sur la route 337, mais pas l'intention là, dans mes commentaires de vouloir retarder. Au contraire, on veut que ça soit fait le plus vite possible. Je comprends que vous ne voulez pas qu'on fasse des démarches pour retarder les travaux. Vous avez bien compris. Merci. Puis j'espère que j'ai été clair. Alors, à votre tour, M. Auger. Raymond, il voulait devancer les travaux plutôt. Moi, c'est pour l'autre fiche, M. Morin, la 10-135. C'est une excellente nouvelle là, pour les citoyens du district 13, du 10. M. Morin, dans votre district aussi, Michel Corbeil, dans le 14, la Grande Allée qui est congestionnée. Là, on va venir mettre un feu de circulation, de ce que je comprends, à la rue nationale. Juste... Peut-être, M. Larrivée, si vous pouvez peut-être ventiler 2022-2023, les coûts, qu'est-ce qui va se passer en 2022? Je ne sais pas si c'est Élise, parce que ça commence à être du fin détail. Cette année, dans le fond, c'est la poursuite là, au niveau des plans et devis.
Et on devrait débuter les travaux dès cette année. Par contre, au niveau là, du phasage, souvent, c'est l'entrepreneur là, qui décide là, comment il organise une fois que les travaux débutent. Là. Mais on commence les travaux en 2022, selon ce qu'on a planifié. 22 et 23, mais on ne vous entend plus. Le micro est fermé. Non, mais c'est parce qu'il vous écoute. Il vous écoute. Oui, c'est ça. Je voulais juste peut-être préciser, je crois que c'est en 2022 qu'il y a ce qu'on va appeler un projet pilote au niveau du feu de circulation à la rue nationale. Ce que j'avais entendu là, quand on a analysé la fiche ensemble. Donc, c'était pour informer les citoyens qu'au niveau de la fluidité, c'est des bonnes nouvelles qui s'en viennent là, pour la Grande Allée. Oui, puis la rue Lévis va être juste sur un sens. Là. Oui, il va y avoir un projet pilote. Ce qui était prévu, Élise, à moins que tu me dises que ça allait changer, là, mais c'est ce qui était prévu, effectivement, de faire un projet pilote en 22, puis pendant qu'on va faire les devis, là, les plans et devis, pour voir un peu comment la circulation réagit dans le secteur. Oui, il y aura des tests. Puis je sais que la rue Lévis sera fermée, mais je pense pour sortir seulement. Là. Donc oui. Je comprends, M. Auger. Vous souhaitez qu'on fasse aussi des travaux en 2023. En 2022, M. Marcoux. Ouais, tout en 22. Les plans et devis ne sont pas faits. Il faut faire les plans et devis, aller en appel d'offres, puis faire le test pilote. Là. On est capable de faire ça juste pour les démoulins tout faire dans la même année, là, pour le 350e. OK. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles au niveau de la fluidité dans ce coin-là. Fait que je vous en félicite. Merci. Merci. Vous pouvez continuer. Oui. La fiche 10-137, Gabriel Roy entre des seigneurs et des plateaux. « 10-140, la désaffection de la station d'épuration de Lapinière, qui va venir après la construction de la nouvelle. Le 10-141, le boulevard des Seigneurs, revitalisation. « 10-142, le parc industriel Est. » 10-229, infrastructure, stationnement incitatif de Lapinière. 10-230, réaménagement du giratoire Plaisance, Plateau. 10-231, signalisation Trans-Terrebonne. 10-232, réaménagement du débarcadère de l'école de la Sablière. 10-267, réhabilitation de conduite d'aqueduc. 10-268, programme de réhabilitation de conduite d'égout. 10-272, réaménagement des artères. 10-291, infrastructure, bonification de la mobilité. 10-294, borne de recharge. 10-299, suivi des fosses septiques. 10-301, infrastructure du boulevard de la Pinière. 10-302, amélioration du réseau pluvial à l'exutoire Saint-Charles. 10-316,
programme d'auscultation, chaussée et égouts. $10 311. Subvention du programme, les deux prochaines fiches, c'est des subventions. Subvention du programme TEC 1923. Et la fiche 10 318, les subventions en vertu du programme TEC, le programme 2024-2028. Maintenant, j'aimerais, il y a une fiche que je vous ai dit au début qui n'est pas là. Si Mme Grondin de Courval pouvait nous indiquer le sens de la fiche, je l'ai indiqué là, c'est de pouvoir faire un règlement d'emprunt pour pouvoir payer ou acheter des terrains qui seraient cédés au conseil de services scolaires des Mille-Îles pour construire 3 écoles, 2 écoles primaires et une école secondaire. Donc, au niveau des coûts, pour 2022, c'est l'acquisition du terrain pour l'école située dans le PAD 2. Donc, on parle d'environ 3 200 000 pour le règlement d'emprunt qui s'est mis dedans. En 2023, on parle de l'école secondaire du secteur ouest, l'achat de terrain. Donc, celui-là, ça serait de 13 186 000. Pour 2024, on aurait toujours l'acquisition des terrains, pour ceux-là, se font en 2 temps. On paie un premier versement pour l'achat du terrain qui n'a aucun service, donc pas d'égouts, aqueducs, etc. Quand les égouts, aqueducs vont arriver, on paie un deuxième montant parce que c'est le promoteur, là, dans le fond du secteur, qui va les construire. Fait qu'on paie la différence pour avoir un terrain qu'on appelle servicé, donc avec service. Donc, en 2024, on va venir payer le différentiel du terrain pour le PAD 2. Donc, on ajoute un 2 700 000 pour ce terrain-là. Et on va aller acquérir pour l'école primaire du secteur ouest un terrain de 4 600 000. Vous allez tout le voir en détail dans la fiche, la nouvelle fiche, là. Puis en 2025, on fait le deuxième paiement pour l'école secondaire du secteur ouest, pour les infras, donc de 6 millions 6 environ. Et en 2026, le paiement pour l'école primaire secteur ouest pour 2 300 000. Donc, ça donne un total... Pouvez-vous nous donner le total 22, oui, 23, 24, puis le total ultérieur? Donc, pour le 22, on a 3 162 500. En 2023, on a 13 186 000. En 2024, 7 376 000. Donc, pour ce PTI-là, on parle de 23 725 000 et il nous restera, c'est complet. Là, j'ai 25. Ah non, j'ai du 26. Pourquoi il me le donne pas? Attendez. Ah, c'est parce que je suis pas allée dans le décennal. Désolée. Il me reste, donc, le total de ces 6, je m'en vais jusqu'au bout. Total de 32 650 pour l'acquisition totale des 3. Alors, je pense que c'est important d'informer les membres du conseil et la population que l'achat de 3 terrains pour 2 écoles primaires et une école secondaire va coûter aux gens de Terrebonne. Durant les 3 premières années, j'ai compris 23 millions. 23? Oui, 23,7. Et presque 9 millions les années suivantes. Alors, 32, 33 millions. Alors, je pense qu'il ne fallait pas l'oublier. Non, en effet. Et nous avons une question de Mme Abunza. Allez-y. Oui, merci beaucoup, M. Morin. C'est de l'information très intéressante. C'est des bonnes nouvelles pour la ville de Terrebonne. On a besoin d'écoles. Pour le bénéfice des citoyens, encore une fois, merci, Mme Grondin de Courval, pour toute la déclinaison des montants. Ça nous donne une bonne idée. Puis effectivement, M. Marcoux, très bon point à tenir en compte en termes de dépenses de la ville. C'est très important. Mais juste pour le bien des citoyens, juste répéter un peu, tu sais, quand vous dites PAD 2, c'est où le PAD 2? Tu sais, on soupçonne que c'est Urbanova, mais c'est quoi exactement? Parce que les citoyens, ils nous demandent souvent, y a-t-il d'autres écoles de prévues, des écoles primaires, des écoles secondaires? Donc, juste pour nous donner une petite idée, si vous pouvez.
Je vais laisser notre GPS sur 2 pattes pour Monsieur Larrivée. Oui, merci. Donc, le PAT 2, ça se trouve être le projet de développement domiciliaire qui est à l'est du PAT 1. C'est la continuité de la rue Marcel de la Sablonnière qui existe en ce moment, qui passe devant le parc. Cette rue-là va se poursuivre vers l'est et va aller déboucher peut-être quelques kilomètres plus loin sur Côte-Terrebonne. Alors, ça va être sur cette rue-là, tout près de Côte-Terrebonne, juste avant qu'elle débouche sur Côte-Terrebonne. Et ça va déboucher sur Côte-Terrebonne à l'endroit où il y a l'entrée du golfe Le Versant. Donc, c'est à cet endroit-là que Marcel de la Sablonnière va venir se raccorder. Et l'école va être au nord de cette rue-là, Marcel de la Sablonnière, juste tout près de l'intersection, là, un petit peu avant l'intersection avec Côte-Terrebonne. Et cette école-là va être adjacente aussi au corridor de biodiversité, qui va faire en sorte que l'école va pouvoir bénéficier directement avec les élèves du corridor, de ses sentiers, de tout ce que le corridor va pouvoir offrir. Donc ça, c'est, si on veut, l'école primaire qui est prévue dans le PAT 2, que le Centre de services scolaires maintenant, là, d'Émile-Île nous a demandé. Pour les 2 autres terrains dans Terrebonne-Ouest, donc c'est un terrain d'école primaire et un d'école secondaire. Puis souvent, les écoles secondaires, les superficies, là, si je ne me trompe pas, c'est au moins le double de superficie d'un terrain primaire. Donc, le terrain dans PAT 2, il y a 17 000 mètres carrés, pour vous donner une idée, là. On peut faire 170 000 pieds carrés, là, c'est ceux qui sont habitués en pied. Donc, c'est ça la superficie. Donc, ce qu'on va retrouver dans Terrebonne-Ouest, c'est au moins l'équivalent pour l'école primaire, puis c'est peut-être le double pour l'école secondaire. À titre d'information, l'école secondaire qu'on a faite, c'est sur Gabriel Roy, pas loin du QG, c'était 33 000 mètres carrés. Là. On était dans ces eaux-là. Donc, c'est x2. Donc, pour l'instant, les centres de services scolaires d'Émile-Île, c'est ce qu'ils nous ont demandé pour leur partie de territoire. Éventuellement, quand Urbanova va se poursuivre dans sa construction, bien évidemment, la commission scolaire des affluents, qui se trouve être sur... parce que la limite Mille-Île et affluents, là, c'est là. C'est au PAT 2. Donc, tout ce qui est à l'est, donc l'Urbanova qui va continuer à s'agrandir, où il va y avoir du développement. Mais là, à ce moment-là, le Centre de services scolaires des affluents auront eux aussi des demandes. Et on sait qu'ils en ont, là. Mais les emplacements, évidemment, ne sont pas encore déterminés, mais on sait qu'il y aura un besoin dans le futur. Merci, M. Larrivée, pour ces précisions. Merci beaucoup. Monsieur Corbeil, à vous la parole. Oui, merci, votre honneur. C'est concernant la fiche 10-311, on retourne un peu en arrière, là, concernant le programme TEC c'est le programme là, de retour, si je comprends bien, là, de la taxe sur l'essence pour revitaliser des secteurs, la construction, des infrastructures. Je voulais savoir, parce que moi, je représente quand même des vieux secteurs de Lachenay. On se fait souvent interroger à savoir sur comment la priorisation. Comment est-ce qu'on priorise la construction des revitalisations des rues du secteur. Quelle rue on choisit avant telle rue? Il y a bien des gens qui s'interrogent là-dessus. Puis, pour le bénéfice là, de nos nombreux auditeurs, j'aimerais ça que vous soyez en mesure d'élaborer un peu plus là-dessus, sur le programme en premier, et ensuite, comment est-ce qu'on choisit l'ordre de priorité de ces rues-là? S'il vous plaît. Monsieur Larrivée. Lise? Oui, ça, on l'a présenté là, la semaine dernière. Dans le fond, au niveau du programme TEC en tant que tel, je vais peut-être laisser Stéphane l'expliquer en tant que tel au niveau du programme en tant que tel. Par contre, nous, notre plan d'intervention, on ne fait plus seulement les rues qui sont subventionnées. On a vraiment prévu un programme d'intervention en fonction des besoins. Et non juste les rues tellement en décrépitude qui sont subventionnées. Là. Donc, on va intervenir un petit peu avant. Donc, on a cette année, en 2022, quand on a une de nos fiches représente les programmes sur les chaussées, on va venir intervenir là, sur toutes les chaussées où on sait que l'égout en dessous est en bon état.
ou qu'on n'en a pas. Il y a certains endroits où il n'y a pas d'égout. Et que l'indice de confort de la route, là, de l'indice de la chaussée qu'on appelle PCI, est en bas soit de 20 pour les rues locales ou de 40 pour les artères. Là, il y a des gradations au niveau du type de rue. Donc, on choisit là, nos interventions en fonction de leur indice et de l'état des infrastructures en dessous. On a un programme actuellement pour aller ausculter nos égouts en dessous en fonction de certains critères d'âge et dans le fond, les secteurs là, qui sont le plus susceptibles d'avoir des problématiques d'égout. Donc, pour s'assurer que si on vient intervenir en surface, on n'a pas besoin de recreuser 2 ans plus tard parce que l'égout aurait dû être vu à ce moment-là. Ça, c'est dans le fond, c'est notre plan d'intervention avec ces critères-là là, qui va nous permettre là, de déterminer l'ordre des rues. Par contre, il y a certains autres critères, des fois, qui vont venir rentrer en ligne de compte, qui pourraient être intervention sur la rue à côté, pour essayer là, de faire là, par quartier des contrats qui se tiennent pour l'entrepreneur pour pas avoir trop de déplacements dans les rues. Puis avoir une perte de temps, donc un coût plus élevé. Hein, donc, lui, c'est tout ce qui est perte de temps, c'est de l'argent pour nous. Lui, il en perdra pas. Là. C'est juste nous que ça va coûter plus cher. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on planifie nos rues. Parfait, merci beaucoup. Je sais que c'est un travail de moine de mettre ça en ordre. Là. Donc, merci beaucoup. Peut-être pour compléter là, le programme TEC, pour la fiche, oui. La fiche comme telle, là, c'est un programme de subvention, donc c'est la taxe sur l'essence, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la taxe sur l'essence. C'est la taxe sur l'essence Contribution Québec. C'est ce que ça veut dire quand on parle de TEC. Donc, c'est le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial qui mettent de l'argent dans nos infrastructures, qui proviennent effectivement de la taxe sur l'essence. Et c'est le gouvernement du Québec qui gère l'enveloppe totale. Pour pouvoir bénéficier de la subvention, il y a ce qu'on appelle un seuil, c'est-à-dire que la subvention est à la hauteur de 47 millions. Bien, il faut que nous, Ville, on démontre au gouvernement que nous aussi, on fait l'équivalent de travaux de la hauteur de 47 millions. Donc, si on démontre qu'on fait 47 millions de travaux dans nos infrastructures, bien, à ce moment-là, ils nous donnent l'équivalent pour faire d'autres infrastructures. Alors, ce qui fait une enveloppe globale qui est beaucoup plus grande. Donc, la façon c'est beaucoup plus que juste les routes. Là. Ici, les critères, c'est beaucoup plus large que les routes. En fait, les il y a 4 casernes de pompiers, les maintenant, les bâtiments. Donc, c'est tout ce qui est infrastructure. Etc. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est infrastructure municipale. Ce n'est pas juste égouts aqueducs, effectivement. C'est des bâtiments, c'est les postes de pompage, c'est les études. Même les études peuvent bénéficier de la subvention. Toutes les études, les analyses qu'on doit faire en amont, ça fait partie des travaux qui sont admissibles ou des montants qui sont admissibles. Maintenant, il faut vraiment distinguer. On a un plan d'intervention, Lise vous l'a dit, on a des travaux à faire. Maintenant, c'est à nous à dire le montant d'argent de subvention, on l'applique à quel projet. Mais ça, c'est indépendant. On peut l'appliquer à un projet A, un projet B. C'est vraiment à nous à décider où on l'implique. Au fur et à mesure qu'on fait des travaux, on va chercher l'argent, puis on demande des remboursements. Donc, ce n'est pas des subventions attitrées à un projet. Il faut vraiment distinguer les deux choses. C'est un plan d'intervention, on a ça à faire, puis on va chercher les subventions, puis on l'applique là où on veut bien l'appliquer au fur et à mesure qu'on les réalise. Merci, M. Larrivé. Est-ce que ça complétait les fiches, M. Marcoux? Bon. Oui, moi aussi. Oui, Monsieur le modérateur, nous avons présenté l'ensemble des fiches, y compris celle qui s'ajoutera pour la séance extraordinaire du Conseil sur l'adoption du PTI mercredi prochain à 18h30. Bien, merci beaucoup. Donc, avant de conclure, j'aimerais souligner le travail remarquable, M. Marcoux, de toutes vos équipes de l'administration des services pour la préparation de toutes ces fiches qui ont demandé sûrement un travail de synthèse et assez considérable pour nous présenter ça de manière très précise, là, tous ces projets et programmes là, qui sont en cours à la ville de Terrebonne. Et je ne peux passer sous silence non plus le travail des
conseillers, conseillères, des membres du conseil qui ont travaillé en amont sur ces fiches-là avant d'en arriver au résultat qui vous a été présenté dans les 2 dernières journées, là, les 2 dernières matinées. Plusieurs heures de travail de la part des membres de l'exécutif et un beau dimanche après-midi passé en caucus à étudier toutes ces fiches-là encore une fois avant d'en arriver aujourd'hui, ce qui explique là, qu'on n'a pas passé quand même énormément de temps à regarder fiche par fiche, là, parce que les questions avaient déjà été posées, répondues par l'administration, et nous vous en remercions, Monsieur Marcoux. Donc, rendu à ce point-ci, je vous remercie. Monsieur le modérateur, oui. Je voudrais juste ajouter à ça, moi je voudrais souligner quand même l'apport incroyable de notre directeur général, M. Marcoux, pour cette nouvelle façon de présenter le programme triennal d'infrastructure. Moi, je le sais, là, ça fait 8 ans là, que je suis au conseil municipal, là, puis on était dans l'obscurité presque totale par rapport à ces fiches-là. Alors maintenant, M. Marcoux a instauré un système beaucoup plus clair, même s'il y a beaucoup de fiches et que ça semble, encore une fois, peut-être difficile à comprendre, tout ça. Mais moi, je vous avoue que comparativement à ce qu'on avait il y a 4 ans, là, on est complètement ailleurs. Alors là-dessus, M. Marcoux, je voulais le souligner, c'est très important pour la Ville de Terrebonne maintenant de savoir où est-ce qu'on s'en va dans ce programme d'infrastructure triennale qui est très, très important pour la population de Terrebonne. Merci. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Nous vous rappelons que nous allons prendre le temps. Oups, une main levée qui vient de s'ajouter. Monsieur Auger. Oui, merci. Robert, merci de me donner la parole. Moi aussi, je voulais remercier à la base, tous les employés qui ont travaillé sur le PTI. Merci pour votre patience, messieurs et mesdames, les directeurs, directrices. Merci, monsieur Larrivé, monsieur Marcoux. Ça a été beaucoup d'heures, mais on a presque posé des questions à chaque fiche, mais tout ça est très passionnant et c'est un beau dossier. Donc, félicitations à tous les employés, les directeurs et la direction générale. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je conclurai donc en remerciant les citoyens qui nous ont écoutés, regardés ces 2 derniers jours pour avoir été des nôtres. Je vous rappelle que nous allons prendre le temps de répondre à vos questions lors de la prochaine séance publique du Conseil qui aura lieu le 16 février prochain. Et si d'ici là, vous souhaitez consulter les fiches, je vous le disais tantôt, sur la section actualité du site de la Ville de Terrebonne, vous allez trouver un document qui s'intitule « Les fiches du programme triennal d'immobilisation 2022 à 2024 ». Vous pouvez également revoir les capsules vidéo qui ont été présentées durant ces 2 dernières journées. Et vous pouvez, c'est ça, donc poser vos questions, nous y répondrons. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt.